Qu'est-ce que les camélias et les tolérants? Pourquoi les femmes avec un billet jaune ne vivaient-elles pas plus de 5 ans? Quelle était la raison de leur destin dans la Russie tsariste du 19e siècle? Imaginons une journée ordinaire de ces femmes. Deux catégories de femmes à la réputation sociale basse sont apparues dans la société, les camélias et les tolérants. Le nom camélia est apparu après la publication du roman La Dame aux camélias. Le personnage principal du roman était une courtisane, une entretenue issue de milieux aisés. Les riches prenaient en ces femmes pour le statut et le divertissement en société. Les camélias pouvaient les s'offrir des tenues luxueuses et apparaissaient plus souvent en société. Leur mode de vie provoquant les distinguait des dames de la haute société. Des vêtements à la mode voyants et un comportement sans accompagnement masculin étaient un signal que la camélia cherchait un nouveau protecteur et du soutien. En plus des camélias, il y avait les tolérants, des femmes qui vivaient et travaillaient dans des maisons closes. Le nom vient de France où les établissements publics étaient appelés maisons de tolérance. Contrairement aux camélias, les tolérants étaient limités dans leur liberté, soumis aux tenancières des bordels et devaient servir les clients quotidiennement. Les clients croyant souvent qu'ils payaient non seulement pour le plaisir physique, mais aussi pour les émotions et l'attention, ce qui rendait les services spéciaux. Parmi les clients circulaient diverses rumeurs et histoires, parfois amusantes, parfois tragiques. Par exemple, dans des mémoires, un cas est connu où un homme souhaitait rencontrer une des femmes, ce qui a conduit à des conséquences inattendues, reflétant la complexité de la vie et du destin de ces femmes dans la Russie tsariste. Dans l'Empire russe, la prostitution a été légalisée par l'empereur Nicolas Ier en 1844 sous prétexte de lutter contre la syphilis. Cette décision a conduit à l'essor de la prostitution, notamment dans les grandes villes où les bordels sont devenus une partie de la culture urbaine et se sont divisés en plusieurs catégories. Les prostituées officiellement enregistrées recevaient un billet jaune, une carte spéciale remplaçant le passeport et les obligeant à des examens médicaux réguliers. Le billet jaune était fabriqué en papier bon marché qui jaunissait rapidement et se détériorait vite, symbolisant ainsi le statut de sa détentrice. Les prostituées étaient divisées en deux catégories. Les titulaires du billet, enregistrés et vivant dans des maisons closes, et les sans billets, des travailleuses de rue exerçant dans des conditions difficiles. Les prostituées titulaires du billet étaient considérées comme privilégiées, bien qu'elles subissent des contrôles humiliants et des restrictions, y compris l'interdiction d'utiliser du maquillage. L'interdiction du maquillage a été instaurée pour que les femmes ne puissent pas cacher les signes de la syphilis. Une épidémie qui était un véritable fléau à cette époque. Un système puissant existait pour approvisionner les bordels en nouvelles filles, utilisant diverses méthodes pour attirer les provinciales dans les maisons closes. Le moyen le plus courant d'attirer les femmes était des annonces proposant des emplois de gouvernantes, de femmes de chambre ou de serveuses, dissimulant la véritable nature des offres. L'histoire était accompagnée de scandales familiaux et d'humiliations lorsque les hommes découvraient le sort de leurs épouses conduites à la prostitution. Des filles désespérément en quête de revenus arrivaient aux adresses indiquées où les tenanciers expérimentés des maisons, appelés à l'époque muguets, les attendaient déjà. Parfois, des criminels professionnels, connus sous le nom de Makovés, kidnappaient simplement les filles pour ensuite les vendre dans des maisons closes pour une exploitation ultérieure. Une fois dans la maison close, les filles devenaient rapidement prisonnières de leur situation. Beaucoup tentèrent de s'enfuir dans les premiers instants, mais le tenancier manipulait habilement. Le soir, les filles étaient de conduite dans les salles où les clients les séduisaient habilement avec du champagne, des flatteries et de l'attention, les forçant à travailler comme prostituées. Sortir de ce cercle était incroyablement difficile. Ceux qui ne cédaient pas aux supplications étaient souvent contraints à la prostitution par la force ou des menaces. Environ la moitié de toutes les prostituées en Russie à cette époque étaient des paysannes venues en ville à la recherche d'une vie meilleure. Seul un très faible pourcentage appartenait aux classes supérieures de la société, la majorité des femmes venaient des classes inférieures. Les gains des femmes dans les bordels étaient incomparablement plus élevés que dans toute autre profession. En 1 ou 2 nuits, on pouvait gagner un salaire mensuel. Les établissements se divisaient en 3 catégories. Les plus prestigieux étaient situés dans les quartiers huppés de Saint-Pétersbourg et Moscou. Les clients des maisons prestigieuses payèrent des sommes énormes pour une nuit, équivalente au salaire mensuel d'une ouvrière ordinaire. La classe moyenne fréquentait des bordels plus modestes où le luxe était moindre, mais les conditions restaient relativement acceptables. Dans une des catégories, les filles servaient des dizaines d'hommes chaque jour. Les conditions étaient insalubres et les risques mortels. Y entrer signifiait rapidement se dégrader et perdre la santé. Chaque prostituée devait être régulièrement examinée pour la syphilis. La maladie se propageait rapidement et menait invariablement à la mort. Plus de la moitié des prostituées en Russie à cette époque étaient infectées. Il n'existait alors aucun médicament contre la syphilis. Le seul moyen de lutte était la détection précoce et l'isolement ultérieur des malades.
ce fut une épreuve difficile pour les femmes. Une journée typique d'une femme dans un bordel était monotone. Elle se réveillait vers midi, prenait un copieux petit déjeuner, prenait soin d'elle, allait chez le coiffeur et chez la couturière. Le soir commençait le travail de nuit. Les gains étaient importants, mais une grande partie allait aux tenancières des maisons closes, laissant les filles constamment endettées et dépendantes. Malgré le droit formellement établi de quitter le bordel à tout moment, en pratique, il était difficile de partir. Les filles se voyaient constamment rappeler leurs dettes ou subir des violences. Théoriquement, chacune pouvait rendre son billet jaune et récupérer son passeport si elle envisageait de se marier, d'entrer au couvent ou à l'hospice ou sur l'insistance d'un tuteur. Mais en pratique, cela ne réussissait qu'à quelques-unes. En réalité, seuls ceux qui avaient économisé de l'argent, obtenu le soutien d'un protecteur influent ou réussi à s'enfuir, quittaient ce cercle. Malgré l'apparente facilité et les revenus élevés, la vie des femmes qui se livraient à la prostitution était pleine de souffrances et de dangers menant à la destruction physique et morale. La carrière de nombreuses stardust femmes dans ce domaine a été extrêmement courte et douloureuse, quel que soit le statut et le luxe de l'établissement où elles commençaient. En moyenne, elles tenaient environ 5 ans. Cela s'expliquait par des conditions de vie difficiles, la peur des maladies, l'épuisement émotionnel et l'usure physique causée par les divertissements nocturnes et l'alcoolisme, ainsi que par l'absence de repos normal. Dans les maisons closes de haut standing, les femmes participaient à des fêtes épuisantes qui les épuisaient complètement, les privant de force et de santé qui diminuaient de jour en jour. Avant l'apparition des antibiotiques, toute maladie signifiait une mort lente et inévitable pour ces femmes, dont la moitié étaient infectées par des maladies dangereuses. Les examens médicaux, effectués 2 fois par semaine, étaient humiliants et douloureux. Au moindre soupçon de maladie, la femme était envoyée à l'infirmerie. Après le traitement, si elles avaient la chance de survivre, les femmes étaient généralement transférées dans des bordels de catégorie inférieure ou se retrouvaient dans la rue, perdant tout espoir d'une vie normale. Les femmes étaient divisées en types. Certaines pouvaient choisir librement leur protecteur, d'autres vivaient sous un contrôle strict dans les maisons closes. Les prostituées de rue, travaillant de manière indépendante, n'avaient aucune protection, gagnant des miettes et étaient constamment victimes de violences et d'humiliations. La rue était le point final pour les femmes ayant perdu leur beauté et leur santé, celles qui étaient tombées des établissements plus prestigieux. En Russie, au Xe siècle, une véritable industrie de la prostitution s'est formée malgré toutes les horreurs et souffrances liées à cette vie. Seules quelques filles pouvaient officiellement quitter les maisons closes, la plupart se retrouvant enfermées dans un cercle vicieux de dettes, de manipulations et de menaces constantes de violences physiques et morales. La vie de ces filles était courte et pleine de souffrances, et les tentatives d'en sortir étaient accompagnées d'énormes difficultés, de réprobation sociale et d'un sentiment de désespoir. Malgré les conditions difficiles, beaucoup percevaient la prostitution comme un moyen temporaire de gagner de l'argent et de revenir à une vie normale. Les tenancières des maisons de tolérance attiraient activement les nouvelles venues en promettant de l'aide et un retour ultérieur chez elles, mais ces promesses étaient presque jamais tenues. Le système était conçu pour que les filles restent dépendantes à jamais. D'énormes dettes pour les vêtements, le maquillage, la nourriture et le logement ne cessaient de croître. Sortir du gouffre des dettes devenait pratiquement impossible, ce qui était l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup commençaient dans des établissements luxueux et tombaient dans des plus bas. Plus une femme descendait l'échelle sociale de la prostitution, plus les conditions de sa vie et de son exploitation devenaient dures. Dans les taudis du quartier de la Senaya Loa à Saint-Pétersbourg, les établissements au service bon marché et aux clients dangereux étaient souvent criminels, avec insalubrité, alcoolisme et violence. La vie dans ces endroits ne durait parfois que quelques mois et les exigences, ainsi que l'exploitation, y étaient les plus cruelles. Les établissements inférieurs recevaient des clients 24 heures sur 24, ne laissant souvent pas de repos aux femmes, ce qui aggravait leur souffrance et leur épuisement. Même sans pause, les femmes souffraient d'un manque chronique de sommeil, d'épuisement chronique et de maladies infectieuses, comme le confirmaient les statistiques officielles de l'époque. Chaque année, un grand nombre de femmes mouraient dans de tels établissements à cause de maladies, de coups ou simplement d'épuisement, ce qui constituait une statistique terrible. Cependant, travailler dans un bordel bon marché n'était pas la pire option, le fond de la prostitution étant considéré comme la prostitution forcée à laquelle les femmes étaient contraintes de se livrer. Les femmes ayant perdu toute chance de travail, même dans les maisons de tolérance les plus pauvres, se retrouvaient dans la rue, où la vie devenait encore plus dure. Dans la rue se retrouvaient celles qui avaient perdu la santé, étaient devenues alcooliques ou souffraient de maladies vénériennes graves. Elles n'étaient acceptées même dans les maisons de tolérance les plus bons marchés. Ces femmes se vendaient pour des miettes, devenant victimes de crimes violents et de violences, ayant un aspect horrible, sales, épuisées et malades.
Leur corps se dégradait rapidement sous l'effet de l'alcool et des maladies, et le destin de ces femmes de la rue était souvent tragique, mendiantes ou une chute totale au bas de la société. Elles ramassaient en les restes et mendiaient, vivant à la limite de la survie, sans aucune perspective et avec une espérance de vie moyenne terriblement basse. Beaucoup ne vivaient même pas jusqu'à 30 ans, malgré les conditions de vie et de travail cruelles, illustrant les réalités horribles de cette époque. Formellement, les filles pouvaient sortir de la prostitution à tout moment si elles se mariaient, entraient dans un monastère ou obtenaient un tuteur, mais ce droit était rarement exercé. Les tenancières de bordel faisaient tout leur possible pour empêcher les femmes de partir, les retenant dans des conditions épouvantables et les privant de la possibilité de commencer une nouvelle vie. Le départ des filles des maisons closes était un problème sérieux, car chacune d'elles apportait un revenu stable aux propriétaires. Les femmes étaient victimes de chantage et se voyaient en retirer leurs papiers et effets personnels. Il est connu que des mères tentèrent de retirer leurs filles âgées des bordels, ayant un droit légal. Cependant, ces tentatives se terminèrent souvent par des coups, des menaces et des humiliations de la part des tenanciers. En réalité, seules les filles qui réussissaient à se marier avec des clients réguliers ou à devenir entretenues pouvaient quitter le milieu de la prostitution. Peu nombreuses étaient celles qui économisaient assez d'argent pour ouvrir leur propre affaire. Les camélias formaient une catégorie particulière, des entretenues ayant de riches protecteurs avec un statut élevé. Les camélias pouvaient assister à des événements mondains, aller au théâtre, se déplacer en calèche et porter des vêtements coûteux. Mais leur vie était pleine de peur et de secrets. Maintenir le luxe et cacher leurs amants était difficile. Des révélations publiques pouvaient entraîner une chute sociale en un instant. Les camélias oscillaient constamment entre divertissement, alcool et stress émotionnel. Beaucoup d'entre elles se retrouvaient après quelques années à la rue ou dans des maisons closes bon marché. Le système de prostitution n'était pas seulement une affaire lucrative, mais aussi un outil de contrôle social de l'État sur les femmes. L'État utilisait la prostitution pour gérer et réprimer, maintenant un ordre strict dans la société et limitant la liberté des femmes. Un tel système a été créé pour maintenir la stabilité du pouvoir et empêcher les changements sociaux en utilisant les femmes comme un instrument de pression. En Russie tsariste, on tentait de réguler et de contrôler la propagation des maladies vénériennes, mais le prix était dévastateur, le destin de dizaines de milliers de femmes a été brisé. Les statistiques montraient une mortalité catastrophique et une dégradation sociale parmi les prostituées. Pourtant, les autorités ne manifestaient aucun désir de changer la situation. Finalement, la prostitution est devenue une industrie dure où prospérait l'exploitation, la violence, la cruauté et les maladies. Les femmes entraient dans ce monde pour diverses raisons, de la tromperie, du besoin à la contrainte. Et il était presque impossible d'en sortir. Le thème de la prostitution était largement reflété dans la littérature et l'art de l'époque comme un exemple de déclin des mœurs. Aucune solution réelle au problème n'a été trouvée, la vie des prostituées restait tragique et sans espoir. Le système des billets jaunes et des maisons closes ne faisait qu'aggraver la situation, ne laissant aucune chance à une existence normale et à une fin heureuse.